Alors, je me présente, je suis Carole, et marin et cuisinière à bord. Et donc, voilà, je m'occupe des repas, de la cuisine, des stocks, et puis aussi j'accompagne pour les manœuvres, je fais les cartes. Enfin, voilà, moi, c'est plutôt l'équipe marin logistique. Et je suis Guillaume et je suis scientifique ingénieur à bord. Donc je m'occupe surtout des instruments, tous les instruments qu'on met dans l'eau et qui y a à bord du bateau pour mesurer tous les paramètres qui nous intéressent pour les études qu'on fait sur l'océan. Et alors, on voit pas très bien sur la carte là, mais on est au port de Walvis Bay, qui est en Namibie, ce pays d'Afrique de l'Ouest, sud-ouest, au nord de l'Afrique du Sud et au sud de l'Angola. C'est là qu'on est. Donc on a eu 3 votes, c'est ça, pour la Namibie? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, grosso modo. En vrai, Pour la- c'est pas facile de placer le petit point. La plupart étaient d'accord pour dire que vous étiez grosso modo au niveau de l'Afrique du Sud, enfin dans la pointe sud de l'Afrique. Donc, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Ah. Ça marche. Et bah, très bien, merci beaucoup. Et bah, du coup, on va passer aux questions. Donc, les classes, je vous rappelle, soit les questions à l'écrit si vous n'avez pas de micro, et si vous avez un micro, bah, je vous invite à lever la main avec la petite icône main levée. Comme ça, on peut activer votre micro dans les classes et vous pouvez poser vos questions directement. Alors, j'ai une petite main qui se lève dans la classe de Stéphane Lacouture. J'active votre son. Voilà, il faut activer la petite demande de son que je vous envoie. Et après, vous pouvez vous présenter et poser votre question à Carole et Guillaume. Bonjour, je m'appelle Colin. Bonjour Colin. Bonjour. Bonjour Colin. On voulait vous poser la question si la traversée de l'Atlantique a été difficile ou pas. Alors, pour nous, elle a vraiment pas été difficile parce qu'on n'était pas à bord. Donc nous, on était plutôt relax à terre. Mais nos collègues, en fait, là, en Namibie, on fait ce qui s'appelle une relève, c'est-à-dire que l'équipe, on change d'équipier, quoi, enfin de marins, etc. Et donc ceux qui viennent de débarquer aujourd'hui ont fait la traversée et nous ont dit que c'était absolument génial. Ils sont allés d'abord, ils sont partis de Punta Arenas, ils sont allés au Malouine. Ensuite, ils sont allés en Géorgie du Sud, une des îles absolument magnifiques. Et ensuite, ils ont fait la traversée. Alors, il paraît que la météo était assez costaud, des belles vagues, mais beaucoup de vent. Donc, ils n'ont pas fait de moteur, ça a filé comme ils voulaient. Et à chaque fois qu'ils devaient s'arrêter pour faire des prélèvements, bah, il y avait pas de. La météo était parfaite, quoi. Le timing était tout à fait ajusté avec celui de Tara. Donc ça, visiblement, ça s'est très bien passé. Et surtout le vent dans le bon sens, donc très facile de naviguer à la voile. Ça marche, super, Voilà. merci beaucoup. Très bien. Alors maintenant, on va aller dans la classe d'Hélène Delinière. Hop, voilà, j'active votre son. On vous écoute. Je vois que j'ai des petites questions à l'écrit aussi, je vous les poserai juste après. Alors, est-ce que vous nous entendez dans la classe d'Hélène Delinière? Oui, ça a l'air de marcher. On vous écoute. Oui, on arrive. Ça marche. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laureline et je suis en CM2. Quelle est ta meilleure Bonjour. recette? Ah, ma recette, c'est une bonne question. J'ai pas de meilleure recette parce que j'en ai plein en fait. C'est tous les jours sa meilleure recette, tous les jours. Mais par exemple, quand on pêche du poisson, souvent on met une ligne quand on navigue et là, il nous arrive de pêcher des gros poissons. Et donc là, j'adore faire des ceviches ou des sushis ou enfin cuisiner le poisson, c'est un truc qui m'éclate bien, quoi. Super, Et puis nous, merci. nous, on aime bien manger le poisson. Tant mieux, ça marche. Merci à toi. Alors, j'ai une question maintenant à l'écrit de la classe d'Émilie Berrier-Séraphin qui demande si la goélette pollue la mer. Ah bah, En fait, c'est une excellente question. Le moins possible, c'est-à-dire que l'empreinte écologique de la goélette est très surveillée. Donc, on ne rejette aucun déchet à l'eau, aucun produit. Mais le problème, c'est que forcément, parfois, quand il n'y a pas de vent, on est obligé de voyager un petit peu au moteur.
Et donc, il y a des gaz qui s'échappent, mais relativement comparé à d'autres beaucoup plus gros bateaux, c'est une pollution qui est vraiment minime. Et donc, on fait le maximum pour ne pas polluer et respecter l'océan. Mais c'est vrai que c'est très difficile avec un bateau de naviguer sans avoir aucune conséquence sur l'océan. Comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Voilà, comme dans la vie de tous les jours, c'est vrai. C'est ça, ça marche, merci. Alors maintenant, on va aller dans la classe des CM1, CM2 de l'école Pasteur à Rouzy. Alors, j'active votre micro. Ah voilà, il vous remercie de votre réponse, la classe juste avant. Alors, les CM1, CM2, est-ce que vous nous entendez? Oui, Super, on vous écoute alors. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis dans la classe de CM1, CM2 et notre question c'est préférez-vous naviguer dans les océans froids ou chauds? Ouais, bah, c'est une bonne question, Chloé. En fait, le bateau là, il a été conçu pour aller dans les pôles, en fait, dans les régions très froides. Donc, il est en aluminium, il est très solide. Et en fait, par exemple, lorsque le bateau a effectué une dérive en Arctique, le bateau s'est posé sur la glace et en fait, il a une forme qui fait un peu, qui capte les rayons du soleil et qui fait un peu un effet de serre à l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand il fait très froid dehors, on a chaud à l'intérieur. Par contre, quand on est déjà dans des régions très chaudes, eh ben, il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Personnellement, je préfère naviguer quand il fait froid. Ouais, c'est vrai que la vie à bord du bateau est très agréable quand il fait froid à l'intérieur. Et il fait bon, on ne transpire pas, c'est facile de travailler. Par contre, quand on est dehors et qu'on est dans les pôles et qu'on travaille sur le pont, il fait très froid, l'eau est froide et c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, ça dépend si on travaille à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur. Donc Carole est souvent à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'elle va répondre qu'il fait meilleur. Il fait extrêmement chaud dans le carré. Voilà. Et, mais quand on est sur le pont, c'est bien on est quand même assez bien quand il fait chaud à l'extérieur. Merci à vous. Alors maintenant, on va aller dans la classe 13 à l'école Plaisance. Je vois que vous avez une question à l'écrit, mais comme il y a votre main levée, on va la poser. Ce sera plus sympa si votre micro veut bien marcher. Donc, il faut activer la petite demande que je vous envoie. Voilà, ça doit marcher. Bonjour, Bonjour. Bonjour. vous avez déjà vu un requin ou pas? Et où? Vas-y, t'en as vu plus que moi, je pense. Moi, j'en ai vu beaucoup sur la précédente expédition. Donc, j'étais à bord pendant 2 ans dans le Pacifique. Et donc, on s'est arrêté sur les îles coralliennes. Et pratiquement tous les fois où on échantillonnait, on allait plonger. Et donc, à chaque fois, il y avait des requins qui venaient nous voir en plongée et qui tournaient autour, qui étaient curieux et qui après s'en allaient. Il y en avait beaucoup, ouais. Il y en avait beaucoup. Beaucoup. Mais quand on navigue, sinon, sur le bateau, on en voit rarement. Hein. C'est à chaque fois qu'on plonge, en fait. Dès qu'on est sur le pont, on les voit pas. Ouais, sur le pont, on a l'occasion de voir des baleines, des dauphins. Là, ils ont vu des globicéphales, les derniers embarqués, là. Plutôt ce genre d'animaux qu'on peut observer depuis le pont. Rarement des orques, ça arrive. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Claire Chevrel. Activé. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous faites de spécial en Afrique? On continue notre programme d'échantillonnage. Donc, on va naviguer entre plusieurs ports et s'arrêter à des endroits spécifiques pour prélever de l'eau et faire des analyses. Donc, on continue notre programme, mais sauf que là, on le fait au large de l'Afrique. Et on va aussi
On va aussi naviguer à l'intérieur des fleuves pour pouvoir échantillonner les fleuves un petit peu plus à l'intérieur des terres pour voir leur influence sur l'écosystème autour, à côté de l'embouchure. Voilà, donc ça sera surtout notre prochain leg, notre prochaine étape. Donc en fait, la prochaine étape, la précédente, ils se sont concentrés sur les embouchures de fleuves, mais vraiment très proches des côtes. Et nous là, on va faire des échantillonnages en haut des fleuves, mais aussi bien au large. Donc on va aller naviguer beaucoup plus au large que pour la précédente étape. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question de Nils et de Robin qui sont dans la classe de Virginie Delienne et qui demandent si le microbiome meurt à cause du CO2. C'est pour moi, ça, c'est ça. Ouais. C'est une très bonne question. En fait, c'est assez. Le microbiome, c'est un ensemble d'organismes. Donc, il y en a qui sont sensibles à une hausse du CO2 et une diminution du pH, parce que une hausse du CO2 dans l'eau va être associée à une diminution du pH. Mais ce n'est pas tous les organismes. Donc, il y a certains organismes, là, comme vous voyez, je pense que vous voyez aussi la photo. L'animal qui est en bas à droite de l'image, c'est un coccolithophore. Et donc, ces animaux, ils produisent un squelette calcaire qui va, lui, être sensible à une hausse du CO2. Et donc, ces espèces en particulier vont être affectées par une hausse du CO2. Par contre, il y a d'autres algues qui pourraient être favorisées parce qu'elles aiment bien quand il y a plus de CO2 dans l'eau. Donc, l'impact du CO2 va être relativement mitigé parce que certaines espèces vont disparaître, d'autres vont être favorisées. Donc, on va surtout avoir un changement de communauté, mais un déséquilibre de l'écosystème. Donc, on ne peut pas dire que tout le microbiome va disparaître, mais il va être modifié. Et l'idée de Tara, c'est quand même de voir quelles sont les modifications et à quel point ça aura un impact sur d'autres animaux, par exemple des crevettes ou des petits poissons qui vont manger ces organismes. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Ça marche, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre les petits commentaires dans les questions quand je prends vos questions à l'écrit. Alors, maintenant, on va aller dans la classe d'Hélène Adam. J'active votre micro. Voilà. Et donc, je vois que je n'avais pas activé le partage d'écran tout à l'heure, donc je vous montre juste une photo des globicéphales dont parlait Carole. Comme ça, vous les voyez à l'écran. Ah, ça a l'air de fonctionner dans la classe d'Hélène Adam. Donc, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gaspard et j'aimerais bien vous poser une question. C'est quand que la goélette rentre en France? À Lorient. À Lorient. Alors, la goélette, elle rentre à Lorient le week-end du 15 octobre. Ce sera aussi la fête de la science. Enfin, il y a 3 événements à Lorient dont la fête des aventuriers de la mer aussi. Et donc, il y aura vraiment une grosse réception avec pas mal d'expositions et beaucoup d'autres bateaux aussi qui seront là pour l'arrivée. Venez nombreux, si vous voulez. Et voilà, effectivement, il y aura plein de choses. Donc, si vous voulez venir les voir. Cassandre, je vais vous préciser qu'on habite près de Lorient. Ah, génial. Ah, bah super. Ah bah ouais. Très bien. C'est l'occasion du coup. On va très bien. Alors maintenant, on va aller en Sarthe dans la classe de Marion Marché. Hop. Alors, est-ce que vous nous entendez? Alors, en attendant que ça fonctionne, je vais prendre une question de la classe d'Ophélie Métro qui demande qui décide ou comment décidez-vous le trajet que vous effectuez entre les différents ports? On peut répondre tous les deux. Ouais. Bah déjà, il y a la météo qui va pas mal décider de la route à suivre, si on peut partir du port, enfin les accès en fonction de la météo, voilà, et le choix du capitaine. Et puis après, c'est aussi en concertation avec l'équipe scientifique à bord. Et c'est là que du coup, nous, on discute avec le capitaine et on voit, il nous dit les possibilités de trajet. Et on utilise des cartes satellites
pour évaluer la zone dans laquelle on peut échantillonner. Et selon les valeurs, selon le programme et ce qu'on veut échantillonner, on va diriger le bateau vers des endroits qui sont plus ou moins spécifiques. Donc, dans l'océan, en fait, l'océan n'est pas vraiment homogène. Il y a plein de tourbillons avec des développements d'organismes qui sont à certains endroits et pas d'autres. Et donc, selon la question scientifique, on va essayer de viser justement ces endroits qui sont plus ou moins riches. Et ça se fait à partir des images satellites qu'on reçoit tous les jours à bord du bateau. Super, merci beaucoup. Alors, je vois que ça remarche dans la classe de Marion Marché. Donc, voilà, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Liba. J'aimerais vous poser une question. Quel est le plus beau paysage que vous avez vu? Voilà. Voilà, c'est chacun son tour. J'arrive pas à en choisir un en particulier, ça va pas aider. Après, récemment, la goélette est allée en Antarctique et j'ai eu la chance d'être à bord à ce moment-là. Donc, je dirais, ouais, les glaciers et les icebergs, ça m'a beaucoup marqué. Et ici, là, en Afrique, enfin dans cette région de l'Afrique, là, il y a des couchers de soleil complètement dingues aussi, avec qui deviennent rougeoyants, puis mauves. Enfin, ça dure très longtemps. C'est assez superbe aussi. Mais voilà, chaque endroit, chaque zone, en fait, a ses richesses, quoi. Et puis moi, j'avais aussi la chance d'être avec Carole en Antarctique, donc ça a été aussi magnifique. Mais je peux donner deux exemples, donc l'exemple du froid et l'exemple du chaud, parce que j'ai fait un peu les deux. Du coup, l'Antarctique, ouais, c'est vrai que c'était vraiment magnifique, mais j'ai aussi beaucoup aimé la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon dans le Pacifique. Donc c'était des paysages de volcans sur des forêts vierges, des forêts tropicales magnifiques qui se jetaient dans l'océan avec des récifs de coraux luxuriants sous l'eau. C'était vraiment inoubliable. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question des CP CE1 de l'école Molière à Toulouse qui demande si vous avez croisé des pieuvres ou des calamars géants. Non, non. Je pense que, alors, moi, j'étais pas à bord, mais j'ai entendu parler de Tara quand ils étaient au large des Galapagos où ils avaient vu des calamars de Humboldt. Et c'est les plus gros calamars qui existent, enfin qui sont très gros. C'est pas des calamars géants, mais ils sont déjà très gros. Et qui apparemment, il y en a un qui avait même été capturé à ce moment-là. Il avait cuisiné. Ah ouais. Voilà. Ça marche, merci. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Christophe et Nadine Thibault Arumugam. Donc j'active votre micro. Voilà, on vous écoute. Alors, est-ce que vous nous entendez? Le petit micro est vert, donc normalement ça doit marcher. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vous poserai, vous pouvez poser votre question à l'écrit. En attendant, alors je désactive, on fera un petit essai après. On va aller à Auch, je ne sais pas si je prononce bien, dans les 6e 1 du collège Matalin. Alors, j'espère que ça va marcher le son cette fois-ci. Sinon, je vois que vous aviez plein de petites questions à l'écrit, donc je vais en prendre une au hasard. Vous nous entendez? Oui. Ah, vas-y, super. On t'écoute. Tu peux poser ta question alors. Bonjour, je m'appelle Théo. Est-ce que vous avez traversé le 7e continent de plastique? Moi, personnellement, non. Toi, il me semble que oui. Moi non plus. Ah, non, j'ai débarqué juste à ce moment-là. J'ai embarqué juste après. Ah. Donc tu as les retours. J'ai les retours, oui. Donc j'imagine que la question vise à décrire un peu le continent de plastique. Oui, tu peux nous le décrire, comme ça on visualisera bien à quoi ça ressemble, parce qu'on n'a pas forcément les bonnes idées sur ce à quoi ça ressemble. Donc le continent de plastique, en fait, on appelle ça un continent de plastique parce que la surface est énorme. Donc c'est vraiment énorme entre Hawaï et la côte californienne. Mais c'est pas un continent sur lequel on peut marcher. C'est-à-dire que c'est des bouts de plastique qui flottent et qui sont, on peut les retrouver en beaucoup plus
forte concentration qu'ailleurs dans l'océan, parce qu'ils ils sont amenés à cet endroit-là par les courants. Les courants convergent à cet endroit-là, donc ils vont se concentrer, ils vont s'accumuler à cet endroit-là. Donc quand on met la tête sous l'eau, dans le continent plastique, on va voir plein de microplastiques. Donc, les microplastiques, c'est des petits bouts de plastique qu'on voit à peine à l'œil nu et qui s'accumulent à cet endroit-là. Donc les déchets plastiques qui sont rejetés dans l'océan vont se découper au fur et à mesure par l'effet mécanique des vagues, du vent, du soleil qui va user ces bouts de plastique et qui va les séparer en minuscules bouts de plastique. Et ils vont tous s'accumuler à ces endroits-là des océans. Donc il y a plusieurs endroits où ils s'accumulent, mais le plus gros, effectivement, c'est le continent plastique au large de la Californie. Et donc, même si on ne peut pas marcher sur ce qu'on appelle le continent plastique, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de pollution et où les écosystèmes sont les plus impactés. Ça marche. Merci beaucoup pour la précision. Alors maintenant, on va aller dans les Landes, dans la classe de Muriel Nicolas. Ah, et ensuite, on ira dans la classe de Christophe et Nadine. Ça a l'air de fonctionner, leur problème. Alors, dans la classe de Muriel Nicolas, est-ce que vous nous entendez? Alors, dans la classe de Muriel Nicolas, je crois qu'on vous entend. Alors, mais de très, très loin. Alors, du coup, je coupe votre son, on va retourner dans la classe de Christophe et Nadine. Désolée, les autres classes. Est-ce que vous nous entendez dans la classe de Christophe et Nadine, Thibaut, Haroun, Gam? Oui. Ah, super. Bon, bah, on vous écoute alors. Bonjour, je m'appelle Ethan de la classe CM2. On voulait vous poser combien de lieux avez-vous fait depuis le départ de votre mission? Ou maïs. Depuis le départ de Tara Microbiome? Eh ben, là, je pense que vous voyez la carte de la mission microbiome. Donc, on est parti en décembre 2019, oui, non, attends. Non, 2020. 2020. Voilà. On est parti en décembre 2020 de Lorient. On a fait un court passage au Cap Vert pour faire un petit réassort, une petite pause de 24 heures avant de reprendre la route. Donc la transatlantique là, de Lorient jusqu'à Punta Arenas, donc en Patagonie, ça a pris 2 mois. 2 mois de transatlantique. Et ensuite, il y a eu une relève à ce moment-là. Ensuite, l'équipe a longé la côte chilienne vers le nord. Donc il y a eu beaucoup de prélèvements de faits au niveau des canaux de Patagonie et tout le long de la côte. Ensuite, il y a eu un convoyage de Iquique, donc qui est un peu la dernière étape au Chili, au nord du Chili. Donc un convoyage en passant par le canal de Panama. On est allé en Martinique faire un chantier qui a duré à peu près 2 mois pour remettre le bateau en forme, pour installer de nouveaux équipements scientifiques, etc. Et ensuite, le bateau est reparti de Martinique pour aller au Brésil. Ils ont remonté un petit peu l'Amazone aussi. Ils sont rentrés dans l'Amazonie. Ensuite, ils ont longé toute la côte brésilienne. Moi, j'ai rejoint à la fin au sud du Brésil. Ensuite, on est allé à Buenos Aires. Ensuite, Guillaume était là. Arrivé, oui, voilà. À Buenos Aires. Buenos Aires, on a fait à peu près 1 mois de prélèvement jusqu'à Ushuaia, au sud de l'Argentine. Et donc là, c'était principalement sur les coccolithophores qui vous a indiqué tout à l'heure, en bas à droite de l'écran. Ouais. Voilà. Ensuite, on est allé en Antarctique. On est revenu 2 mois plus tard au sud, en Patagonie. Et là, la dernière bordée là, a fait Amérique du Sud jusqu'à Afrique du Sud. Ils ont passé un peu de temps à Cape Town. Et voilà. Et puis là, Namibie. Et après. Et là, nous, on embarque en fait. On vient d'arriver à bord et on va rester là. Moi, je vais rester là jusqu'au Congo. Donc mi-juillet. Et Carole, tu débarques Je débarque à Dakar début septembre. Super, merci beaucoup. Donc vous avez vu, ça fait beaucoup de
Ouais, voilà, le bateau rend après, ça fait beaucoup, beaucoup de pays traversés. Alors, j'ai une question de l'école Pompidou de Compiègne qui demande ce qui vous a donné envie de partir en expédition. Ah, bah, il y a plein de raisons, hein. Je te laisse commencer. Alors, moi, c'est assez. Moi, j'avais pas vraiment de raison en fait. L'occasion s'est présentée et j'adorais naviguer, même si j'avais pas l'occasion de naviguer très souvent. Et par contre, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est qu'on fait un petit peu tout. C'est-à-dire qu'on travaille sur les données, on répond à des questions scientifiques. Mais ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est partir sur le terrain et être sur place, échantillonner, voyager. Et donc, moi, c'est principalement c'est parce que bah, c'est un petit peu l'aventure. C'est excitant, on est toujours motivé. Moi, j'ai besoin d'avoir un rythme assez intense de travail. Et je trouve qu'en mer, je m'y retrouve assez bien. C'est sûr qu'il y a un rythme assez intense de travail. Moi, pour ma part, bah, j'ai toujours adoré voyager. J'ai beaucoup travaillé et voyagé en même temps. En fait, j'allais travailler dans différents pays. Voilà, j'avais une certaine curiosité vis-à-vis de ça. Et puis, j'aime énormément la mer. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Tara plusieurs fois. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé, oui, de travailler sur l'eau et en plus avec des scientifiques, avec une mission très intéressante aussi. Et voilà, et de fréquenter autant des marins que des journalistes, que des scientifiques, que des artistes, que des étudiants, des élèves. C'est très, très enrichissant. Merci beaucoup, j'espère que ça répond à votre question. Alors, on va retenter dans la classe de Muriel Nicolas dans les Landes. Et si ça ne fonctionne pas, j'ai vu que vous aviez posé votre question à l'écrit. Donc, si le son ne marche pas, est-ce que là, vous nous entendez? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de son. Bah, du coup, je vais vous poser leur question à l'oral. Et donc, leur question, c'est sur quoi va être basée votre prochaine mission? Ce sera le trek. Le trek, alors, je ne sais plus quand ça va commencer, mais. Ça commence à 2023. partir de avril 2023, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, le but de cette mission, ce sera d'évaluer les liens entre la Terre, la zone entre la Terre et la mer. Donc, il y aura une équipe qui sera dans un camion et qui va voyager à travers l'Europe. Et une équipe qui va suivre Tara et faire des mesures sur la zone intertidale. Donc, c'est la zone où il y a les marées, donc vraiment sur la côte. Et une autre équipe qui sera à bord de Tara. Donc, nous, on va naviguer au large et faire des prélèvements donc en partant du large, en se rapprochant des côtes. Et donc l'idée, c'est aussi d'étudier le microbiome, mais en lien surtout, voir le lien entre la terre et la mer. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question science encore de Martin dans la classe de Virginie Delienne qui demande à combien de mètres descend la rosette? Combien de mètres descend la rosette? Ben, ça dépend. En fait, elle peut descendre. Alors, je crois qu'on a 1400 mètres de câble en ce moment à bord. Mais surtout, lors d'une station, on va descendre la rosette à une certaine profondeur et il y a des instruments qui sont sur la rosette et qui vont nous permettre de voir s'il y a des couches dans la colonne d'eau qui sont intéressantes. Et donc à ce moment-là, on va viser ces couches intéressantes et on va relancer la rosette à l'eau et plutôt rester dans ces couches intéressantes. Donc généralement, c'est moins profond que 1400 mètres. Hein. Donc la plupart du temps, on se focalise sur la surface parce que c'est là où il y a le soleil qui permet aux plantes, aux algues de grandir. Donc on va rester sur les 200 premiers mètres principalement. Mais il arrive qu'on envoie la rosette plus profond pour étudier ce qu'il y a justement en dessous de ces couches, ce qui peut être aussi assez intéressant. Mais ça dépend vraiment des stations et de la question scientifique.
Ça marche, merci beaucoup. Alors, j'ai encore plein de questions. On va pas faire un petit quiz parce que l'heure file à toute vitesse. Donc, je vous invite les classes à retourner sur le site menti.com. Donc, pour les classes qui nous ont rejoints au fil de l'eau, je vous invite à aller sur un site qui s'appelle menti.com. Dans un nouvel onglet de votre navigateur Internet, vous tapez www.menti.com et vous rentrez le code 29 96 50 38. Et donc, pour les classes, il suffit de retourner sur le site. Et donc là, vous avez une nouvelle question qui apparaît à l'écran avec plusieurs possibilités. Donc, la question, c'est combien y a-t-il de membres d'équipage sur Tara? Donc, les trois possibilités, c'est 10 membres d'équipage, 14 membres d'équipage ou 18 membres d'équipage. Alors, on a 7 classes qui ont voté pour l'instant. On a une petite majorité de classes qui pensent que vous êtes 14. Une classe qui pense que vous êtes 10 à bord, une autre classe qui pense que vous êtes 18. Donc, on a 13 votes pour l'instant. On va attendre que les 18 classes présentes arrivent à se connecter et à voter. Alors, les avis sont un peu mitigés, mais on a quand même une grosse majorité pour 14. Alors, Carole et Guillaume, est-ce que vous pouvez nous donner la réponse et nous donner des petites explications? Je pense que c'est plutôt à Carole de répondre parce qu'elle doit nourrir toutes ces personnes. Donc, Cela dit, ce midi, on était 25. ouais. Et ben, on est plutôt parti sur du 14. Hein. Ouais. Bravo. Voilà, bravo. Avant cette mission, on était plutôt 16, mais il y a une cabine. On est toujours 2 par cabine. On partage la cabine avec un colocataire. Et en fait, ouais, il y a une cabine qui est devenue un laboratoire. Donc maintenant, on n'est plus que 14 à bord. Donc, l'équipage comprend 5 à 6 marins, un correspondant de bord qui est un journaliste. On a souvent un artiste aussi, et après l'ingénieur océanographique et puis des scientifiques. Et 4 à 5 scientifiques. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup et bravo vous avez presque tout le monde avait bon. Alors, la question d'après, bon, du coup, on a un petit peu donné la réponse tout à l'heure. Donc, la question, c'est quel est le port d'attache de la goélette Tara? Donc, le port d'attache, c'est un petit peu le parking où on va garer, le port parking où on va garer Tara quand elle est plus en mission pour faire des chantiers, refaire des petits travaux dessus. Donc, il y a 3 possibilités. Donc, les 3 sont en France, soit au Havre, en Normandie, soit à Marseille, sur la côte méditerranéenne, ou alors à Lorient, en Bretagne. Bon, je pense que vous aviez déjà tous la réponse parce que tout le monde a voté pour Lorient. Du coup, est-ce que Carole et Guillaume, vous pouvez nous confirmer la réponse des classes? Vas-y. Eh ben, bravo. Oui, c'est bien en Bretagne que ça se passe. C'est ça, félicitations à tous. Et alors maintenant, une question un petit peu compliquée. On n'a pas abordé ce point pour l'instant avec Guillaume et Carole. Vous voyez, vous avez une photo à l'écran où on a des scientifiques qui ont une bonbonne dans les mains, qui ont des gants, des gros gants rouges. On voit de la fumée qui sort de la bonbonne. Et à votre avis, que font les scientifiques et pourquoi est-ce qu'ils portent des gants? Donc, 2 options. Soit ils récupèrent du poisson congelé qui est très très froid, soit ils transvasent des échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Alors, je vous laisse voter et puis on laissera l'équipage nous donner des informations sur la réponse, sur ce que c'est l'azote liquide. Tout le monde ne connaît peut-être pas l'azote liquide. En tout cas, pour l'instant, les votes sont unanimes. Donc, on a 16 classes qui pensent que les scientifiques sont en train de transvaser des échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Alors, Guillaume et Carole, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh ben ouais, en fait, je stocke mon poisson dans ces bouteilles. Voilà, donc là, c'était pour préparer le repas, je leur avais demandé de sortir mes poissons, tout simplement. Non, pas vraiment. Si seulement. Il serait bien conservé en tout cas. Mais moins 196 degrés, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la nourriture. On va essayer. Non, alors là, les scientifiques, ils sont en train de récupérer des échantillons qui ont été stockés dans l'azote liquide. Et donc, l'azote liquide, en fait, c'est un gaz. L'azote est dans l'atmosphère. Mais quand on le compresse, il devient liquide.
Et à l'état liquide, il est très très froid. Et donc, il atteint une température de moins 196 degrés. Et donc, on utilise ce liquide dans lequel on lance les tubes qui contiennent l'échantillon, les échantillons, et donc on les lance dedans et ils sont instantanément congelés à une très basse température. Donc, ils conservent toutes les propriétés qui nous intéressent après pour les analyses. Donc ça, c'est une manière de les conserver, surtout pour les échantillons qui sont destinés à étudier l'ADN. Et donc, on appelle ça la génomique. Donc voilà, donc là, il était en train de récupérer les échantillons, à mon avis, pour les envoyer aux labos partenaires en France et dans le monde entier pour des analyses. Oui, voilà, c'est ça. C'était juste avant l'envoi au Chili de tous les échantillons aux laboratoires partenaires qui avaient été collectés depuis le début de la mission. Alors, du coup, on va continuer les questions. Donc, j'ai une question de Lila, qui est en 5e 1 au collège Marie Curie, qui demande si vous avez mis pied à terre en Namibie et à quoi ça ressemble. Alors, eux, ils viennent de nous rejoindre. Carole a répondu un petit peu tout à l'heure sur les couchers de soleil, mais comme ils viennent de nous rejoindre, ils n'ont pas eu ta description, Carole, de la Namibie. On va peut-être juste devoir faire une toute petite pause. On commence par les documents, et après on arrive. Okay. Bon, alors on a 5 minutes encore, et après on va devoir bouger, mais on peut continuer l'appel, c'est juste qu'on va déplacer l'ordinateur. En fait, on a embarqué en Namibie, tous les deux et avec d'autres collègues. On en a profité pour aller voyager un petit peu avant, et donc on est allé visiter un petit peu la Namibie. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Et on peut dire que c'est un très grand pays, très chaud. Très vide. Très vide, ouais, c'est désertique en fait. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a une partie avec des dunes, il y a une partie où c'est vraiment un désert plat et il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas un arbuste. Enfin, voilà. Et c'est un pays immense avec 2,2 millions d'habitants, donc il n'y a vraiment pas grand monde en fait. Il y a quelques petites villes par-ci par-là, mais sinon c'est vraiment désertique. Et puis après, c'est quand même un pays où il y a une faune assez incroyable. On a eu l'occasion de voir plein de grosses bêtes de type girafe, de type éléphant, de type lion, lionne. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Les gazelles, des gazelles, en fait, voilà. Des suricates. Ouais. Et on a aussi vu des paysages magnifiques, des étendues des plaines désertes avec des jolies montagnes et des couchers de soleil magnifiques. La Namibie, c'est vraiment magnifique. Les gens sont accueillants. On a pu rencontrer quelques locaux et c'était vraiment agréable de discuter avec eux. Il y a des autruches aussi. Ah oui, on a vu des autruches, oui. Des hyènes. Des hyènes et des rhinocéros, bien sûr. Des rhinocéros, bien sûr. Voilà, donc on a été très chanceux de pouvoir faire ce petit voyage avant d'embarquer. Ouais, parce ça que avait quand l'air on est super. à bord, c'est vrai que... Ça marche. Alors, j'avais une question de la classe de Pamela Van Greveling. Alors, je crois que j'ai fait une mauvaise manip, je l'ai supprimée, mais je m'en souviens, c'était, il vous demandait si vous aviez déjà eu des naissances à bord. Non. Des naissances de plancton, oui. Ouais, voilà. De plancton, oui. Beaucoup de naissances de plancton. Des naissances de bébés humains, non. Ça me dit rien. On évite. Ouais. Ce serait peut-être compliqué à gérer, ouais. Ça marche. Alors, on va retourner. Il y a un petit décalage, désolé. Alors, on va retourner dans la classe d'Hélène Delinière. Donc, je vois une petite main levée. J'active votre son et on vous écoute. Louis, posé par Antoinette. Oui. Bonjour, je m'appelle Antoinette et je suis en CE2. Arrivez-vous à créer des liens avec les personnes locales dans les sports?
Bonjour Antoinette, c'est une très bonne question et on essaye au maximum de collaborer et de rencontrer les locaux. Et donc, ces derniers temps, on a eu des bénévoles qui étaient à bord. Voilà. Et, Là, on vous parle, il y a des classes, et en fait, il y a des élèves namibiens là, depuis hier qui n'arrêtent pas de venir visiter le bateau aussi. voilà, donc les bénévoles, en fait, ils accueillent les classes les unes après les autres à bord. Et donc, on voit des centaines d'élèves qui viennent, qui sont très heureux d'ailleurs. Ils sont toujours en train de hurler, c'est génial. Et ils sont très contents de pouvoir visiter le bateau. On discute avec eux, on leur présente ce qu'on fait. Ouais, non, c'est super cool. Ouais, voilà. Et puis moi, quand je vais faire les courses, je rencontre évidemment plein de locaux avec qui je peux discuter, m'orienter vers tel ou tel magasin, marchander, etc. etc. C'est intéressant. Et puis après, il y a aussi des collaborations qui sont faites avec les laboratoires locaux et des centres d'observation de l'océan. Et donc là, on a eu notre collègue Titus qui vient d'Afrique du Sud et qui, lui, travaille avec les organismes de pêche. Et donc, il est à bord, on va discuter avec lui. On a eu plusieurs dîners avec lui et ses collègues. Voilà, il y a Mancha aussi qui vient du Soweto, qui embarque avec nous. Juste avant ça, on avait une scientifique namibienne aussi qui était à bord. On a des fois des artistes locaux. Donc, il y a quand même un bel échange qui est fait avec la population, quoi. Ça marche, merci. Alors, j'ai une petite précision de la classe juste avant des naissances. Donc, il ne parlait pas de naissance de bébés, mais de naissance d'animaux marins en mer ou sur les côtes. Est-ce que ça, vous en avez vu? La naissance en particulier, le moment de la naissance, non, jamais. Mais on a vu on a eu la chance de voir des baleineaux et des petits dauphins qui venaient de naître parce que ils étaient, de par leur taille, on voyait qu'ils étaient assez jeunes. Et quand on était vers la Polynésie française, les baleines à bosse migrent vers la Polynésie française pour mettre bas. Donc elles vont rester là-bas autour des îles et plonger sur le récif et mettre bas à cet endroit-là et rester à cet endroit-là pendant quelques semaines, je crois. Et donc là-bas, il y a une attraction touristique qui consiste à aller en bateau autour en gardant leur distance. Bien sûr, les bateaux restent loin des baleines, mais après, les touristes vont à la nage, donc plongent dans l'eau et vont à la nage vers les baleines pour les observer. Donc, c'est vrai que c'est assez magique de pouvoir voir une mère et son petit dans l'eau qui viennent à la surface régulièrement pour respirer. Sorry. Hey, can you please help me? The teacher wants to get Ça off. marche, merci. Alors, Je vais aller- Ok. Sorry. alors, on va aller dans la classe de Claire Chevrel. Est-ce que vous nous entendez dans la classe de Claire Chevrel? Oui, on vous entend. Super, on vous écoute pour votre question alors. Rebonjour, je m'appelle Nina, en classe de CM1, CM2. Mais qu'est-ce qui vous a motivé pour aller dans le bateau de Tara? Et c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, c'était un bateau. Déjà, c'est un voilier. Ça, c'est très, très important. Pas un bateau à moteur. On peut vraiment naviguer grâce au vent. Donc, ça, c'est extrêmement stimulant. Ensuite, c'est un bateau qui va, comme vous avez vu sur la carte, qui va vraiment partout dans le monde, en fait. Donc, ça, c'est aussi un point extrêmement motivant. Il est fait pour naviguer dans les pôles. Moi qui adore les zones polaires, c'est assez idéal. Et puis, comme on expliquait, il y a ce mélange aussi voilà, de marins, de scientifiques, d'artistes, de journalistes, avec les locaux aussi. C'est un environnement de travail qui est très, très stimulant, qu'on ne retrouve pas forcément partout.
voire difficilement partout. Et donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment tenu à travailler pour Tara. Et puis moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, Tara, j'en ai entendu parler à la télé comme vous, hein. Et en fait, je travaillais dans un labo qui était partenaire et j'ai eu l'occasion d'embarquer. Mais après, ce qui m'a donné l'envie de revenir, surtout, parce que comme on débarque et qu'on réembarque, c'est le voyage et surtout l'ambiance à bord, parce que à force de vivre à bord, j'ai fini par avoir des amis. Et c'est très agréable, en fait, de pouvoir travailler avec des amis. Et donc voilà, c'est ça qui m'a poussé à revenir. Ça marche, merci beaucoup. Et j'ai une question maintenant de Marco qui demande à quel âge le bateau va-t-il devoir s'arrêter de naviguer? Oh, Bon, le bateau a mon âge, donc bon, il n'est pas très vieux, hein. Voilà. Même très jeune. Non, c'est un bateau qui a encore de belles années à courir sur les eaux, hein, je pense. Chaque fois, il est très bien entretenu aussi. Comme vous voyez, en Martinique, on a fait un chantier. À Lorient, on en a fait un. On va en faire un l'hiver prochain. C'est un bateau qu'on entretient énormément pour pouvoir justement naviguer avec encore de nombreuses années. Donc, il n'y a pas trop de raison que ça s'arrête là. Ça marche, super. Alors, on va aller maintenant dans la classe de Stéphane Lacouture. Bonjour, je m'appelle Gauthier. Comment vous avez fait pour voter aux éditions présidentielles? Moi, j'étais en France à ce moment-là, donc ça n'a pas été très compliqué. Mais cela dit, j'étais pas dans la commune où je suis censée voter, donc j'ai fait une procuration. Et en fait, c'est globalement ceux qui ont envie de voter, en général, font comme ça par procuration. Et moi, j'habite aux États-Unis, en fait, donc j'avais pu passer par la France en novembre, et donc j'avais fait procuration, et donc je crois que c'est mon père qui est parti voter pour moi. Ça marche, merci. Alors, j'ai une question maintenant à l'écrit de Jumana qui demande si vous avez vu des requins blancs en Afrique du Sud. Moi, j'y étais pas, du coup, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Non, ils n'en ont pas vu, non. Ils n'en ont pas vu. Mais je crois, pour aller les voir, il faut vraiment aller dans les cages là où ils les nourrissent. C'est pas forcément une attraction qui est géniale. Ouais. Mais ils ont vu des otaries. Oui, des otaries qui est la nourriture des requins blancs, donc ils ne devaient pas être très très loin. Ça marche, ok, très bien. Alors maintenant, on va essayer de retourner dans la classe de Christophe et Nadine Thibault Arumugam. Normalement, ça doit marcher. Est-ce que vous nous entendez? Décidément, le micro marche pas très bien, j'ai l'impression. Alors, sinon, on va aller dans la classe de Marion Marchais. Donc, on retourne en Sarthe. Est-ce que vous nous entendez? Oui, nous sommes dans les Landes, pas dans la Sarthe. Ah, d'accord, très bien. Désolée. Bonjour, je m'appelle Mathieu et la question qu'on voudrait vous poser, avez-vous rapporté des objets en souvenir? Ouais, moi je rapporte des petits porte-clés sculptés par des locaux ici ou ce genre de choses. Après, il y a certaines, par exemple en Géorgie du Sud ou en Antarctique, on n'a pas le droit de ramasser quoi que ce soit. En fait, on n'a jamais le droit de prendre quelque chose et de le ramener dans le bateau. Même un caillou. Même un caillou, même une plume, même un crâne. Et pourtant, c'est tentant, hein, mais non, c'est la législation et on n'a absolument pas le droit de rapporter quoi que ce soit de ce type. Voilà. Et sur les îles coralliennes aussi, on avait la chance quand on marche sur la plage, on voit tous ces coquillages magnifiques, mais c'est interdit de les ramasser. Il faut les laisser parce que justement c'est important. Si tous les touristes ramassaient les coquillages, il n'y aurait plus d'îles en fait, parce que les îles coralliennes sont fabriquées, sont faites par l'accumulation de ces coquillages et des bouts de coraux qui
qui s'échouent sur les îles. Donc, il faut les laisser. C'est pour ça qu'on n'a pas pu en ramener. Mais par contre, oui, on achète des objets. J'ai acheté un objet traditionnel à un local. Je vais le ramener pour un cadeau, quoi. Ça marche, merci beaucoup. Alors, il me reste encore plein de questions. Je vais en prendre une dernière parce que le temps file à toute vitesse. Donc, c'est dans la classe d'Émilie Berrier-Séraphin. Et il vous demande si vous avez déjà eu peur sur la goélette. Globalement, c'est quand même un bateau typé pour les pôles, donc pour les grosses météos. Donc, il est très solide en fait. Il est très solide et donc très rassurant. Et en plus, nous sommes entourés de marins très professionnels aussi, n'est-ce pas? Et donc c'est quand même, on est déjà sur des très bonnes bases, quoi. On peut et voilà, et on fait très attention. Par exemple, en Antarctique, il y a plein d'icebergs partout. On est très vigilant en fait, quoi. Il le faut. Voilà. Après. Moi, une fois, je crois. Une fois. C'est en Antarctique où il y avait environ 130, 140 km/h de vent. Et il y avait des énormes vagues de 10 mètres qui passaient à côté. Et en fait, dans le bateau, c'était bien. Mais j'ai dû aller faire un échantillonnage sur le pont. Et donc, je me suis enfermé dans on appelle ça le wet lab. Donc, c'est le laboratoire qui est sur le pont. Donc là, sur la photo à l'arrière. Et il y avait des très grosses vagues. Et d'un coup, je me suis dit, mais si le wet lab est complètement arraché du bateau, qu'est-ce qui se passe? Et donc, effectivement, là, c'est vrai que c'est un peu stressant, mais bon, je suis rentré dans le bateau et tout allait bien. Mais c'est vrai que c'est la seule fois où j'ai eu un petit doute, quoi. Ça marche. Bon, heureusement, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci. Alors, l'heure file à toute vitesse, donc je vous propose de retourner sur le Mentimeter pour partager avec Carole et Guillaume un petit mot pour leur dire, si vous voulez leur dire un petit mot, voilà, écrire un mot pour nous dire, pour caractériser ce que vous avez le plus aimé dans cet échange avec l'équipage de Tara. Donc là, c'est à vous d'écrire, je crois que vous pouvez écrire jusqu'à 3 mots, et donc les mots vont s'afficher à l'écran. Donc vous pouvez réfléchir dans les classes. Ah ben, il y a un gros merci qui apparaît à l'écran. Donc voilà, je vous laisse réfléchir dans les classes à un petit mot que vous souhaitez dire à Carole et à Guillaume pour ces échanges. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses. Vous avez voyagé avec eux. Alors, donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau mot, ça change de côté. Donc, merci à vous, Carole et Guillaume, pour votre disponibilité. C'était intéressant. On voit que vous êtes passionnés et vous êtes dynamiques. Super. Alors, donc, on a 4 classes qui ont écrit. N'hésitez pas les autres. Alors, vous avez encore appris des choses et il vous souhaite bon vent. Merci. Bon, bah, tant mieux si ça vous a plu. Merci en tout cas pour tout. C'était très instructif. Ils ont appris des choses. Ils adorent. Super. Et ben, merci à tous. Je suis ravie que vous ayez appris des choses. Merci Carole et Guillaume pour votre temps et pour avoir bien expliqué, bien répondu de manière précise et claire aux élèves. Donc, merci à tous pour cet échange et à bientôt. À bientôt. Merci à tous, c'était super.